Vous écoutez le balado des bibliothèques de Laval, une histoire au bout du fil. Nous vous invitons à découvrir des anecdotes, des histoires touchantes et poèmes d'espoir par vos auteurs préférés. Plongez maintenant dans l'univers de Dominique Demers pour entendre un passage tiré du livre Maïna. Un jour, j'ai imaginé une jeune fille qui portait des vêtements en peau d'animaux. Pendant toute une année, j'ai mené des recherches pour comprendre comment vivaient les Autochtones il y a plusieurs milliers d'années sur ce grand territoire qu'on appelle aujourd'hui le Québec. Née dans une tribu amérindienne, Maïna va quitter les siens pour découvrir, beaucoup plus au nord, un peuple différent, les Inuits. À cette époque lointaine, le racisme et la peur de l'autre existaient déjà. J'aimerais vous lire un passage de Maïna, publié chez Québec Amérique. Sans Alazie, la sœur de Natak, Maïna n'aurait sans doute pas réussi à supporter ses premières semaines parmi le peuple des glaces. Elle aurait peut-être déjà couru jusqu'au bout de la banquise, là où un brouillard noir s'élève de l'eau libre pour se jeter à la mer. Ou encore, elle aurait fui vers la forêt des siens. Natak l'aurait retrouvée et il l'aurait ramenée. Mais n'eût été d'Alazie, Maïna serait partie quand même, au risque d'être battue par Natak à son retour. Alazie papotait beaucoup et riait souvent, comme la plupart des autres femmes, mais alors que celle-ci ignorait Maïna ou l'accablait de regards méprisants, Alazie se moquait gentiment de ses bévues et lui enseignait ce qu'elle avait besoin de savoir. Elle avait le même bon regard que son frère Natak, une patience infinie et une joie de vivre étonnante, alors que son peuple vivait si durement. Depuis qu'ils avaient franchi les limites de la forêt d'Épinette pour pénétrer dans ce désert où la glace craque, siffle et gémit, Maïna se sentait étrangère à tout. Elle découvrait, horrifiée, dégoûtée, inquiète, mais parfois aussi simplement surprise, ce peuple des glaces dont Tekaera avait tant parlé. Ils campaient directement sur la mer recouverte de glace. Leur nuit semblait interminable, et le jour, le soleil d'hiver rasait tout juste l'horizon et bien peu longtemps. Le froid était mordant et les vents fous. Les hommes montaient des murs de neige autour de leur tente en peau de phoque et ils construisaient un tunnel d'entrée pour que le froid ne s'engouffre pas trop. Il n'y avait jamais de feu véritable dans ces tentes, que de petits brasiers dégageant une faible chaleur, juste assez pour faire fondre lentement l'eau et la graisse. Les gens du pays de Natak mangeaient cru le plus souvent. En épiant les hommes, alors qu'ils plantaient leurs dents dans la viande dure, Maïna les imaginait se livrant à des festins cannibales. Quant aux femmes, à force de mâcher la peau des bottes de leurs maris pour les assouplir lorsqu'elles étaient raidies par le froid, elles n'avaient plus que des chicots noirs à la place des dents. Natak avait remis à Maïna une aiguille taillée dans l'os dur d'une aile de goéland, et Maïna s'appliquait à coudre une peau en pratiquant l'ingénieux double point qu'Alazie lui avait appris. Les coutures des femmes du pays sans arbre étaient bien plus étanches que celles des presque-loups, et cela surprenait infiniment Maïna. Maïna se sentait prisonnière du mépris des femmes. Elle n'aurait jamais bu la moindre tisane qu'elle lui aurait offerte, de crainte qu'elle n'y ait éparpillé des herbes ou des poudres au pouvoir fulgurant. Mais les gens des glaces ne semblaient pas connaître les secrets des plantes. À la vue des plaies de Tadlo, le père de Natak, Maïna n'avait pu résister au désir de l'aider. Aussi avait-elle marché longtemps, le long de la côte et plus loin dans la toundra, à la recherche de quelque arbuste pour soigner. Elle était revenue à la banquise avec du bouleau et de la linaigrette. Depuis, Maïna avait découvert un monde secret et envoûtant sous la banquise tout près de la côte, là où des mollusques s'accrochent aux rochers et où de longues algues collent au sol. Avec ses grandes herbes visqueuses, elle avait préparé de nouveaux pansements et Tadlo la récompensait parfois d'un mince sourire. Maïna appréciait ses brèves escapades dans ces cavernes glacées. Elle aimait se faufiler dans un trou,
là où naît la banquise, et pénétrer dans ce royaume mystérieux. Au creux de ce silence givré, elle parvenait à oublier le regard mauvais des autres femmes et les yeux trop doux de Natak. Là seulement, elle réussissait à s'évader en s'imaginant de retour dans la forêt des siens. Pour connaître un extrait d'un de ses premiers romans, Marie Tempête. Bonjour, je m'appelle Dominique Demers. Merci d'être là. Je vais vous lire un petit bout d'un des premiers romans que j'ai écrits et un des plus populaires aussi, Marie Tempête, publié chez Québec Amérique. Si vous aimez l'extrait, le livre audio en entier est disponible sur le site Audible. Marie Tempête, c'est un roman en 3 parties, comme 3 petits romans collés ensemble. La première raconte l'histoire de ma vie, de mon premier amour et de la mort de ma mère quand j'avais 14 ans. Elle était malade depuis longtemps. Je me souviens que c'était une mère merveilleuse. Presque tout est autobiographique dans cette première partie, sauf le passage que je vais vous lire. Il s'agit d'une lettre d'une maman à son enfant, écrite le jour de sa naissance. C'est la lettre que j'aurais aimé que ma mère m'écrive pour que je puisse la lire après qu'elle soit partie. Marilyn, c'est beaucoup moi. Fernande, c'est le vrai nom de ma mère. 23 novembre 1976. À Marie-Lune. Tu es née ce matin, ma belle. Je voudrais te dire tant de choses, mais je suis fatiguée et je suis pas très douée pour l'écriture. J'aimerais que tu lises cette lettre dans 20 ans ou quand tu auras des enfants, on verra. Je ne sais pas du tout ce qui va nous arriver, qui je vais devenir, ni qui tu seras, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Ça fait mal à coucher. Je pensais pas que ça faisait aussi mal. Dans les cours prénatales, on nous enseigne qu'en respirant bien, c'est possible de contrôler la douleur. C'était atroce. Pourtant, je respirais exactement comme on me l'avait enseigné. Il y a eu des secondes, des minutes peut-être, où j'ai presque regretté de t'avoir fabriqué. Je me demandais dans quelle galère je m'étais embarquée. J'avais l'impression que mon ventre allait éclater. Pauvre Léandre, c'est ton père, ça. Chaque fois que je criais, il pâlissait. Si t'étais pas sorti, je pense qu'il serait devenu transparent. J'ai repris courage quand ils m'ont annoncé qu'ils voyaient tes cheveux. Tu t'en venais. Je savais pas si tu étais une fille ou un garçon, ça me dérangeait pas, du moment que t'étais là. Je savais que tu n'aurais probablement pas de frère ni de sœur. C'était déjà un petit miracle que tu sois là. Je te raconterai ça une autre fois. Mais ma petite bonjour, tu me faisais mal en creusant ton chemin. À un moment donné, le docteur Lazur a lancé « Arrêtez de pousser, Fernande! » Oh, je l'aurais étripé. Ça paraît qu'il n'a jamais accouché, lui. C'est facile à dire « Arrêtez de pousser », mais c'est pas moi qui poussais, c'est toi. T'étais déjà toute là, avec ton petit caractère, tes désirs et tes idées. Je me suis dit « Oh, diable, le beau docteur, elle veut sortir, elle va sortir. » Je t'ai aidé. J'ai pris une grande respiration et j'ai poussé comme si j'avais une montagne à déplacer. Soudain, je t'ai entendu. T'étais pas grosse, mais tu en faisais du vacarme. Tu pleurais pas, tu beuglais. Ça me faisait peur. J'ai pensé que quelque chose allait pas. T'avais peut-être un cordon enroulé 3 fois autour du cou. J'avais pas le courage de regarder. L'infirmière a crié « C'est une belle fille !» Au son de sa voix, je savais que tout était parfait. Mais les bébés, moi, je connaissais pas ça. T'étais toute rouge, tu hurlais. J'ai cru que je saurais jamais comment faire. Trouver les bons gestes, les bons mots. Qu'est-ce qu'on fait avec un petit paquet de chair qui hurle à ébranler les maisons? Ils t'ont déposé sur mon ventre mou. J'ai failli crier « Non, attendez, montrez-moi comment faire avant !» T'étais encore gluante. Mais tu avais un nez mignon, une belle petite bouche et 2 grands yeux qui me regardaient comme s'ils me connaissaient. Tu étais toute chaude, moi aussi. On avait fait tout un marathon ensemble. C'est là que je me suis aperçue que tu ne pleurais plus depuis que nos corps s'étaient touchés. Un vrai miracle. Tu ressemblais à un petit oiseau affamé avec ton bec qui cherchait mes seins. Je t'ai aidé. Tu faisais presque pitié tellement t'avais faim, déjà. Ou peur, je sais pas.
Pendant que tu t'étais, je ronronnais. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on était unis pour la vie. Ce qu'il y avait entre nous, c'était déjà plus fort que tout. Je ne sais pas ce qu'on va devenir, Marie-Lune. J'espère que je serai une bonne mère. Quand je saurai plus, tu m'aideras. Mais je serai toujours là, c'est sûr. Je t'aime, Marie-Lune. Bonne vie, ta mère. Ce balado est réalisé par les bibliothèques de Laval. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.